Bonjour tout le monde, bienvenue dans la saison 2 du Coup de Bigot, le podcast qui réconcilie les managers avec le management. Merci pour votre fidélité pendant la première saison. On lance la deuxième saison qui sera davantage orientée sur du collectif. Notre objectif, ça reste de vous fournir le maximum de cas concrets que vous puissiez réutiliser avec des outils activables qui correspondent à vos propres problématiques managériales au quotidien. Vous avez été nombreux à nous dire que ça correspondait exactement à vos attentes sur la saison 1. On espère que dans cette nouvelle saison, on aura à nouveau des cas qui vont vous servir beaucoup et qui seront très utiles au quotidien. Donc, je suis Yannick Bigot, fondateur de N48 Conseil, sociologue de formation, et j'espère que cette saison va vous plaire. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Coup de Bigot. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Florent Le Tourneur. Bonjour Florent. Salut, ça va bien ? Ça va très bien et toi ? Ouais, très bien. Merci d'être là, d'avoir dégagé du temps. Florent, tu diriges une structure qui s'appelle We Feel Good. Est-ce que tu nous en dirais deux mots sur c'est quoi votre métier et qu'est-ce que vous apportez aux entreprises ? Ouais, alors d'abord, on n'accompagne pas que des entreprises, on accompagne des entreprises et des collectivités. Super. Beaucoup de collectivités locales. Et notre métier, effectivement, c'est d'accompagner ces organisations sur des sujets d'expérience candidat, d'expérience collaborateur, donc tout le cheminement de je découvre une entreprise jusqu'à ce moment où je la quitte, l'offboarding. Voilà. Et on travaille effectivement tous les sujets d'attractivité, de rétention, de fidélisation, d'engagement par des dispositifs tels que la marque employeur, la visibilité RH, la communication RH. Et tu as toi-même un podcast que nous écoutons tous naturellement. Bien sûr. Je vous invite à aller écouter. On a jamais fait comme ça. Ouais, que j'ai lancé en mai 2023. Super. Où tu reçois des acteurs de la fonction RH. Alors, c'est intéressant. 10-15% sont des professionnels RH en exercice dans les entreprises, hommes ou femmes qui ont des choses à raconter qui sont vraiment différenciants. Et 80-85% sont des CEO, founders de boîtes qui travaillent dans le monde des RH. Donc, c'est très, très large. Ça va du sport en entreprise au coaching, au recrutement, à la marque employeur, à la rémunération. Enfin, voilà, des sujets très variés. Bon, bah super. Donc, si vous ne savez pas quoi écouter, voilà une très bonne référence, n'hésitez pas. Florent, le podcast Le Coup de Bigot, d'habitude, je reçois des managers pour étudier leur cas particulier et essayer de résoudre leurs problèmes. C'est pas ce qu'on va faire exactement aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que tu as pas mal de choses à raconter et tu as une expérience, une expertise sur justement cette expérience collaborateur, cette expérience candidat qui peut éclairer pas mal de gens qui nous écoutent. L'idée, c'est de passer aujourd'hui au travers un peu de qu'est-ce qui a changé dans ce monde-là, de se dire finalement les effets technologiques, qu'est-ce qu'ils ont changé et de se parler un peu d'onboarding et d'offboarding ou d'outboarding, je sais pas comment tu qualifieras les choses. On parle plus d'offboarding. Ouais. Ok, tu nous raconteras ça tout à l'heure. Mais il y a l'onboarding, il y a le re-onboarding aussi, on pourra en parler. Le crossboarding, il y en a plein des mots derrière. Bon bah là du coup, on va voir de quoi on parle, mais en espérant que ça soit effectivement très utile à chacun pour oui, bien sûr. Un patron de PME, comment est-ce qu'il y voit clair sur ce sujet-là. Premier élément, dont je voulais qu'on parle rapidement, il y a des éléments dans le podcast précédent avec Stéphane Hugon qui était très clair sur le sujet des générations, mais j'aimerais bien quand même comprendre pourquoi est-ce que onboarding, offboarding, tous ces sujets d'expérience utilisateur, ça prend tant que ça de place aujourd'hui, alors que si on revient 20 ans en arrière, c'était pas complètement le cas ou pas avec la même préhension. Est-ce qu'il y a un effet génération finalement qui a joué ou qu'est-ce qui fait que ça a changé ? Ouais, alors je suis pas très fan de mettre les gens dans des cases, moi, voilà, de génération X, Y, Z, alpha, etc. Maintenant, ce qui a changé concrètement, c'est que en 20 ans, et il y a 20 ans, moi je débutais dans le monde RH, dans le recrutement, le pouvoir était clairement dans le camp du RH, du recruteur. Bon, il y a 15 ans, j'hésite pas à dire que j'étais un gros con de recruteur. Voilà. Non, mais voilà pourquoi. Parce que je passais une annonce moche, et j'avais 100, 150, 200 candidats. D'accord. Donc je pouvais me permettre de trier sur des critères plus ou moins objectifs. Voilà. Donc je faisais pas mon boulot. Je le faisais correctement, mais je le fais pas comme on peut le faire aujourd'hui. Et si on le fait comme ça, on est mort. Donc effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est que le monde a changé. Entre-temps est arrivé un outil qu'on a tous dans nos poches, qui est un smartphone. Okay. Et une posture où tous les usages que l'on a au quotidien pour le consommateur, pour le citoyen, ont été transformés par le smartphone. Prendre un rendez-vous chez son dentiste, changer le montant du plafond de sa carte bleue. Okay. Enfin, on vise tout ça. Et donc, les citoyens, les candidats sont les mêmes hommes et les mêmes femmes qui candidatent, qui sont candidats ou qui sont salariés d'une entreprise et qui n'imaginent pas avoir des solutions technologiques
ringardes pour postuler ou pour travailler dans leur entreprise. Donc en fait, il y a des attentes sociétales qui ont changé, des outils qui nous permettent d'aller plus vite. Et qu'on soit jeune, moins jeune ou pas, on a envie effectivement de vivre une expérience candidat et une expérience collaborateur de la même à l'instar de vivre une expérience client qui est de qualité quand on va chez telle ou telle marque. Ok. Moi, j'ai pas mal de clients, de relations qui sont des patrons de PME qui, effectivement, ils voient pas toujours très clair de comment est-ce qu'on déclenche finalement l'envie de venir chez nous. C'est toi qui as une vision un peu 360 degrés sur le monde du travail. Qu'est-ce que les gens que t'entends, les gens que tu vois, c'est quoi les éléments à mettre en avant de réalité, hein, pas fantasmer. Ouais, c'est quoi les éléments de réalité à mettre en avant qui résonnent avec les candidats? T'as une vision là-dessus? Ouais. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, 95%, les enquêtes sont à 95%, mais je pense qu'on n'est pas loin des 100%. Okay. Des personnes qui veulent postuler dans une entreprise ou dans une collectivité, mais c'est exactement la même chose, elles se renseignent en amont. D'accord ? Elles se renseignent par différents biais. Elles ont envie de savoir pour qui elles vont travailler, où est-ce qu'elles vont travailler, où est-ce qu'elles mettent les pieds. Donc, ce qui veut dire un minimum de travailler sa réputation d'employeur. D'accord ? Et qu'on soit une PME de 5 personnes, enfin c'est une TPE de 5 personnes, une PME ou qu'on soit un énorme groupe ou une collectivité, c'est la même histoire. On a envie de se dire, ok, moi aujourd'hui, globalement, il y a du travail aujourd'hui. Enfin, globalement, il y a du travail sur le marché. Il y a beaucoup de métiers où c'est facile de trouver du travail. Je mets de côté certains métiers où c'est un peu compliqué, mais il y en a quand même beaucoup où c'est facile. Donc, quelque part, j'ai le choix. Et si j'ai le choix, j'ai envie de trouver effectivement un endroit, un lieu de travail où je vais passer comme 8 heures par jour, globalement, où je me plais. Et donc, pour ça, j'ai besoin de me renseigner. Et je vais me renseigner, effectivement, sur la page carrière de l'entreprise. Je vais me renseigner sur les réseaux sociaux de l'entreprise. Mais je vais aussi me renseigner, et c'est là où les patrons de PME doivent faire attention, où moi j'interviens pas mal, ils vont aller voir quelles sont les prises de position du patron de PME ou de la patronne de l'entreprise. Ça va jusque-là. Ah oui, clairement. C'est une connaissance très intime finalement du mode de fonctionnement interne de l'entreprise. Oui, et ça c'est clé. Donc si on fait du fake, ça marche pas. Donc c'est là où effectivement le côté marque employeur, la marque employeur sincère et notre baseline chez We Feel Good, c'est votre marque employeur unique. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'effectivement, qu'on soit une TPE de 5 personnes ou qu'on soit un grand groupe, on a une marque employeur, on a une réputation d'employeur qui est digitale, mais pas que. Il y a aussi le bouche à oreille classique qui fonctionne et qui fait qu'effectivement, on a envie de rejoindre ou pas une aventure professionnelle et donc des hommes et femmes avec qui je vais travailler ou pour qui je vais travailler. En fait, je viens de récupérer la tablette qui me manquait un peu parce que je voudrais partager un dessin avec toi parce que cette connaissance intime de l'entreprise, elle me fait penser à un schéma de 3 cercles où en fait, quand on parle d'attractivité, souvent on parle des 3 images de l'entreprise qui sont donc 3 cercles comme ça, tout simple, je te fais voir à toi, qui sont en fait 3 images de l'entreprise qui sont l'image voulue. Ouais. Ok, voulu par la direction, l'image perçue de l'extérieur, on est d'accord, et l'image vécue de l'intérieur. Ouais. Et qu'en fait, quand si on revient 20 ans en arrière, on parlait de marque employeur, souvent on pouvait avoir tendance à survaloriser l'image voulue. Clairement. Et qu'on essayait de porter. Clairement. Et on essayait de rejoindre image perçue et image voulue par les dirigeants et de les faire converger. Ça, c'était faire de la marque employeur. Ouais, à l'époque, Et aujourd'hui, pourrait dire qu'on a intérêt à ce que les 3 cercles soient quasiment 3 cercles complètement concentriques pour qu'effectivement, il y ait une convergence entre ce que veulent porter les dirigeants, ce qu'on montre à l'extérieur et que les collaborateurs font savoir, et en même temps, l'image vécue réellement par les entreprises. Nous, c'est ce qu'on fait tous les jours avec nos clients. C'est-à-dire que concrètement, on n'interroge pas que la direction, mais loin de là. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce que vivent les collaborateurs, les jeunes recrues, les moins jeunes recrues, les personnes avec de l'ancienneté, pas d'ancienneté, mais on va aussi interviewer des anciens collaborateurs, des anciens candidats, etc. Donc on vous regarde une vision 360 de tout ce qui est vécu pour que ce soit effectivement sincère et réel, authentique. Parce que sinon, si on interviewe que la direction ou la RH ou la com, c'est une vision projetée de l'entreprise. Ils sont payés pour dire que leur boîte elle est bien. Donc effectivement, ils vont peut-être la voir avec un certain regard. Et encore plus quand c'est une entreprise, c'est le dirigeant ou la dirigeante qui l'a fondée. C'est son bébé, je veux dire très, très clairement. D'accord. Donc, il va avoir tendance à l'idéaliser sur un certain nombre d'aspects et ne pas se rendre compte que ce n'est pas ce que vivent
les candidats pendant l'expérience candidat, ce que vivent les salariés dans l'expérience salariée, et c'est là où il peut y avoir un petit problème qui va augmenter la difficulté à recruter, qui va augmenter le turnover, voilà, tout simplement. Ok, donc si les gens qui nous écoutent, dirigeants de PME, doivent retenir un premier message, c'est de se dire: tu dois avoir une vision très claire de ce que sont les forces et les faiblesses de ton organisation, et tu dois être capable de communiquer de manière assez transparente, parce que ce qui se passe à l'intérieur se sait à l'extérieur aujourd'hui. Oui. C'est le premier impact finalement des réseaux sociaux en quelque sorte. C'est clair. C'est qu'en fait, tu ne peux pas contrôler la totalité des messages qui vont sortir. Par contre, tu sais exactement ce qui s'y passe, et il faut partir du principe que tout ce qui se passe dedans se sait finalement à l'extérieur. Voilà, et c'est le phénomène, par exemple, de la e-réputation RH, aujourd'hui, qui est un véritable sujet. Tout le monde a peut-être entendu parler des avis Indeed, des avis Glassdoor, qui sont mis, qui sont à l'instar des avis qu'on va mettre sur un restaurant, sur un hôtel, sur d'autres sites. Là, les anciens collaborateurs, les anciens candidats vont exprimer ce qu'ils ont vécu avec une note sur 5. D'accord. Et qui prend une ampleur extrêmement forte. Qui est public, on est d'accord. Alors, c'est public, et alors c'est même doublement public, parce que je ne sais pas si tu as suivi l'actualité, mais depuis le 1er mars, en fait, ces avis Glassdoor et ces avis Indeed remontent dans les avis Google. Historiquement, quand tu regardais les avis Google, tu avais les avis faits par les gens qui allaient sur Google et qui mettaient, et souvent des clients, on va dire. D'accord. Maintenant, quand tu regardes les avis Google d'une entreprise, tu as toujours les avis Google, mais tu as aussi les avis Glassdoor qui remontent, les avis Indeed qui remontent, et donc tu as les avis des candidats et des collabs. Pour que je sois sûr de bien comprendre, ça veut dire que quelque chose qui était un site un peu microscopique, pas très visible, qui était un peu une niche entre guillemets d'avis sur l'entreprise, qui fonctionnait un peu en circuit fermé, et probablement avec des collaborateurs qui voulaient un peu râler, etc. Ça maintenant, c'est plus juste invisible dans une niche, mais ça devient visible ça devient visible. Et sur le mur central de l'entreprise. Et c'est intéressant parce qu'il y a une enquête qui a été faite par Hello Work il y a à peu près 1 an sur le sujet, donc bien avant tout ce que je te raconte, où il y avait déjà un écart monstrueux entre ce que faisaient réellement les candidats et comment les entreprises traitent ces sujets-là. Et de tête, je vais peut-être me tromper de quelques pourcents, mais globalement, il y avait 50% des candidats qui allaient voir ces avis-là, alors qu'il y avait que 5% des RH des boîtes qui s'occupaient de ces avis-là. Okay. Donc, tu vois juste l'importance du sujet. D'accord. Et c'était il y a 1 an. Et alors, quand tu zoomes sur l'enquête, là, on parlait d'effet génération. Plus les gens sont jeunes, plus ils regardent ces avis. Et donc, faut pas forcément regarder l'effet génération en se disant ils sont très différents des autres et de les regarder en tant que tels. C'est de se dire juste leur mode de fonctionnement qui aujourd'hui est émergent va devenir la normale. Donc si t'es dirigeant d'une boîte qui existe, comme ils regardent un avis sur un site d'e-commerce, etc., ils vont regarder un avis avant de postuler, avant d'intégrer une entreprise. Et ça joue on est capable de mesurer que ça joue sensiblement dans le fait que des gens postulent ou ne postulent pas dans une organisation. Ah, ça joue parce certains ne postulent pas. D'accord. Clairement, moi je l'ai vécu plein de fois dans mon ancienne entreprise aussi, et chez Happy to Meet You que j'avais créé, et je l'entends moi avec les clients que j'accompagne, etc., et les gens qu'on interview. Si l'entreprise n'a pas un minimum de e-réputation sérieuse, n'est pas alignée aussi entre l'interne et l'externe, entre ce qu'elle dit à l'externe versus ce qui est vécu à l'interne, les candidats, et plus ils sont jeunes, se disent attends, mais moi je n'y vais pas, je prends pas le risque d'aller bosser dans cette structure. Donc ça, ce sont des enjeux hyper importants. On pourrait se dire ça touche les grosses boîtes, des trucs comme ça. Non, ça touche toutes les entreprises, et une PME qui n'a pas forcément les moyens RH ou les moyens de communication doit aussi gérer ces problèmes-là. En gros, on pourrait dire un dirigeant de PME, il a encore moins l'opportunité de rater des candidats vu le niveau de pénurie qu'il peut y avoir sur un certain nombre de métiers. Vu le niveau de pénurie, et vu aussi souvent sa notoriété. Une PME a une notoriété employeur, je parle pas de réputation, mais je parle de notoriété qui va être plus faible. Moi qui accompagne beaucoup de gens en management, je leur dis souvent, et tu me diras si tu es d'accord avec ça, c'est que aujourd'hui, un des éléments différenciants, ça devient effectivement la manière de manager dans les entreprises, et que si tu ne mets pas en tant que dirigeant l'accent sur ce sujet-là, le risque, c'est que ça se sache très vite à l'extérieur, et ce qui n'était pas forcément un critère hier devient un critère aujourd'hui. Et alors là, et comme ton podcast est tourné management, c'est vraiment un point sur lequel moi je voulais axer, c'est que très souvent, la marque employeur était vue sous le prisme RH, service RH et service communication, avec le dirigeant au-dessus. Donc ça, c'est évident, je dirais que c'est la base. Mais il faut aussi ensuite accompagner les managers de proximité, parce que ceux qui sont au contact des candidats, ceux qui sont au contact, bien sûr, des collaborateurs, 8 heures par jour, ce sont les managers de proximité. Donc si eux-mêmes sont pas déjà alignés
avec la politique RH, sont pas alignés avec les valeurs, sont pas alignés avec les axes stratégiques de la marque employeur de l'entreprise, et que le manager il fait un peu sa vie, bah on part, le risque de partir dans les choux est important. Donc ça c'est un véritable sujet. Nous, quand on accompagne une organisation, on va certes travailler l'expérience candidat, l'expérience collaborateur, pour que tout soit aligné, comme dont tu parlais, l'interne, l'externe, etc. Et que, en termes de visibilité, la communication qui est faite est cohérente avec ce qui est vécu. Mais le second sujet, c'est qu'il faut accompagner les managers à bien être garants de ce sujet, parce que sinon, bah, ça a un effet déceptif hyper fort, quoi. Ok, très clair. Mais je me souviens d'une discussion la semaine dernière avec un candidat qui en fait interrogeait dans l'organisation, et il y avait un dialogue assez avec le recruteur assez transparent sur le rythme de la prise de décision, la marge de manœuvre qui lui restait dans l'instruction d'un dossier, où en fait le recruteur lui a bien précisé de dire attention à vos propres leviers de motivation dans notre organisation. Le rythme de décision est extrêmement lent. Il peut y avoir plein de gens qui vont venir réinterroger ce que vous avez fait et se mêler effectivement de votre dossier derrière, parce que c'est une organisation assez bureaucratique et assez politique. Et en disant, il faut que vous soyez bien conscient dans vos propres leviers de motivation que ce truc-là n'est pas un élément de démotivation pour vous. Sinon, ça sera une difficulté. Voilà. Et ça, en soi, c'est pas grave. C'est OK. À partir du moment où c'est clair aussi à l'extérieur. Okay. Mais quand moi, je vois des organisations qui sont dans ce style et qui vont écrire des offres d'emploi ou qui vont avoir une page Welcome to the Jungle et qui vont dire que leur première valeur, c'est l'agilité. Ben, c'est là où ça part en cacahuète, parce que derrière, on fait une promesse et c'est pas du tout ce qui est vécu. Après, ça peut arriver qu'une entreprise soit plus lourde, soit plus politique, soit plus lente à prendre des décisions, soit ça peut être OK, c'est son problème d'entreprise à la limite. Mais dans ces cas-là, il faut être super clair avec les candidats, avec les collaborateurs. Il y a des candidats qui sont OK avec ça, et donc ce sont les bons candidats pour toi. Mais il faut pas pour toi. C'est bien ça le truc. Eh ben, un bon candidat n'est pas un bon candidat dans l'absolu, c'est le bon candidat pour toi à ce moment-là. Et oui, voilà. Donc c'est là où il faut être extrêmement clair sur qui on est et pas vouloir jouer un rôle. Moi, j'ai trop vu effectivement de grandes entreprises, de TI ou de grands groupes qui ont voulu jouer à la start-up en termes de marque employeur. Okay. En disant, bah, chez nous, tout est fun. C'était l'effet baby-foot. Hein. Voilà. Non, mais on peut revenir dessus. Mais voilà. Et je suis serein, j'ai 2 baby-foot dans ma boîte. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est le baby-foot en soi. C'est pas le sujet, en fait, parce que souvent, on se moque de ce sujet. Mais pourquoi on s'en moque? C'est que derrière, effectivement, c'est le baby-foot que moi, j'ai vu dans des grosses boîtes, qui est à 5 mètres d'un bureau d'un manager ou d'un dirigeant, donc inutile de dire que personne ne va y aller, et qu'on met en valeur, alors que dedans, bah, c'est hyper traditionnel. Mais en soi, c'est pas grave d'être traditionnel. Faut juste être clair, juste le dire et assumer sa position. Ok. Deuxième élément, quand on parle là d'évolution technologique, moi je suis quand même un peu dubitatif. Donc j'ai l'impression qu'il y a 2 sujets, qu'il y a un sujet ChatGPT dont je veux bien qu'on parle et tu me diras si c'est un faux sujet ou pas, et d'un sujet effectivement réseaux sociaux. Je voudrais ton éclairage sur ce que ça a changé, parce qu'en fait je vois des gens, et y compris j'ai des enfants qui peuvent être en moment de postuler. Je comprends qu'effectivement, c'est quoi la valeur aujourd'hui d'une lettre de motivation ou d'un CV à l'heure de ChatGPT, où en fait tu peux demander à la machine de dire fais-moi la lettre de motivation. Donc, alors la lettre de motivation, moi ça fait 10 ans que j'en veux pas. C'est donc 10 ans de retard. Non, mais pour être très clair, tu vois, sur je pense que c'est toujours le cas, mais quand j'avais cofondé Happy to Meet You avec François, on avait pris le parti effectivement de permettre aux candidats, donc on était plutôt sur des postes de techniciens et de cadres, tu vois, de bien sûr de mettre leur nom, leur prénom, enfin les coordonnées, leur CV qui était un champ obligatoire, je vais revenir, et la lettre de motivation qui était un champ facultatif. D'accord. Dans la vraie vie, on avait 2% des candidats qui mettaient leur lettre de motive. Voilà. Donc, et aujourd'hui, à l'heure de l'IA générative, donc ChatGPT, Gemini ou d'autres, c'est pipeau, quoi. Donc voilà. Moi, j'y crois plus. Je crois plus, si on peut revenir 30 secondes, à la lettre de motivation a posteriori d'une première rencontre. C'est-à-dire que concrètement, t'as postulé dans une boîte, on a eu un premier échange. Donc, tu t'es renseigné sur l'entreprise, etc. Tu as fait ton travail un peu de veille en tant que candidat. Souvent, ils le font, ce que j'expliquais tout à l'heure. Tu as eu ton premier échange d'1 heure, 1 heure et demie avec un dirigeant, ton futur manager en tout cas, ou la RH, enfin peu importe, sur la relation. Et à l'issue de cet entretien, c'est là où on va te demander d'écrire une lettre de motivation. Et là, bah, l'IA générative n'a aucun intérêt, parce que de toute façon, tu es obligé de t'adapter à ce que tu as entendu, ce que tu as vécu, ce que tu as compris du poste, de l'entreprise, de sa culture, etc. Donc ça, j'y crois beaucoup plus. Parenthèse sur la lettre de motivation. Sur le CV,
Là, je suis un peu moins ok. Je pense qu'il a encore sa place. Je pense qu'il a encore sa légitimité, au même titre qu'un profil LinkedIn. Aujourd'hui, il y a 29 millions de Français qui ont un profil LinkedIn sur un peu plus de 30 millions de la population active. Donc, c'est fini LinkedIn qui était un truc de cadre. Donc, c'est vraiment beaucoup plus large. En tout cas, on peut avoir un profil LinkedIn détaillé ou un CV, l'un ou l'autre de toute façon, mais de savoir effectivement expliquer son histoire, synthétiser son histoire, effectivement. Voilà. Après, le pendant d'un CV, c'est que quand on est recruteur, on doit pas être prisonnier du CV et de se dire, ah bah, il a pas fait l'école, machin, etc. Enfin, les vieux critères de sélection des années 80. Mais, voilà. Par contre, c'est un bon échange. Et d'ailleurs, toutes les enquêtes, en tout cas sur les postes de technicien cadre avec le CV anonyme, le machin, ça a jamais vraiment pris. Après, il y a des métiers où c'est pas nécessaire, tu vois. Nous, on vient d'accompagner une boîte, une entreprise de fougères, qui est dans l'industrie, qui avait 25 recrutements d'opérateurs de production à recruter. Classiquement, elle passait par des annonces classiques, via des agences d'intérim ou en direct, enfin peu importe. Donc, elle mettait du temps, et voilà, etc. Nous, on a travaillé totalement différemment. On a créé une landing page où on expliquait le métier par des collaborateurs avec des vidéos, des photos, du texte rédigé par les collaborateurs, les pairs en fait, qui font le même job d'opérateurs de production. On a mis une campagne online, offline pour faire venir du monde sur ces landing pages. Et pour postuler, c'était juste ton nom, ton prénom, ton email, ton 06. Pas de CV, pas de lettre de motivation. Et on a eu un nombre de CV, un nombre de candidats du coup, un nombre de CV, je dis lapsus, un nombre de candidats extrêmement important. Et on a pourvu les 25 postes en quelques semaines. Sans aucune annonce traditionnelle et sans aucun CV ni aucune lettre de motivation. Et ce qui a permis à l'entreprise, qui était aussi ouverte, à recruter des profils qu'elle n'aurait peut-être pas imaginé recruter classiquement, et dans l'autre sens, des candidats qui se sont dit, mais tiens, je vais postuler dans cette boîte, alors que je pensais qu'elle était inaccessible pour moi, parce qu'en fait, on me demande pas grand-chose. Ce qu'on me demande, c'est juste de me dévoiler en tant que candidat, mon nom, mon prénom, mon email 06, et puis après, c'est un échange, et puis après, c'est go no go, quoi. Donc voilà. Ce qui veut dire que là, dans ce cas-là, tu es quasiment obligé de prendre tout le monde parce que tu sais pas faire de sélection, tu es obligé d'avoir un échange avec chacune des personnes. C'est pas grave. Okay. C'est pas grave. Après, il faut être structuré derrière, c'est OK. Mais par contre, quand tu as 25 opérateurs de production, que tu es sur un bassin où le chômage est à 4%, tu as intérêt de te réfléchir un peu différemment des vieilles annonces bien pourries qu'on mettait tous, quoi. D'accord ? Okay. Donc c'est là où effectivement le changement de paradigme de cette entreprise est de se dire, je vais investir sur une communication pour faire venir, qui entre parenthèses lui a coûté beaucoup moins cher qu'un plan de recrutement classique. Hein. Ça coûtait 2 fois moins cher. Tu vois, l'entreprise a dépensé à peu près 21 000 euros pour recruter 25 personnes, alors qu'elle serait passée par son système habituel. Elle était sur un budget de 50 à 60 K. Okay. Donc en plus, ça lui a coûté moins cher. Elle a été beaucoup plus moderne. Elle s'est ouverte. Et là, les sujets de ChatGPT, voilà, ils s'y sont plus. Les sujets, c'est par contre, est-ce que toi, candidat, t'as envie de venir dans mon organisation? Je t'ai donné plein d'éléments sur celle-ci, sur le métier, sur ma culture. Est-ce que tu te projettes? Voilà. Ça commence déjà à parler du collaborateur ambassadeur, qui est pas juste comment est-ce qu'il raconte l'histoire en dehors, mais là on est clairement dans dans le processus de recrutement. C'est d'abord les avis des collaborateurs qui auront compté et on joue complètement là-dessus. Et là l'entreprise elle était hyper transparente parce que l'annonce, en fait, elle était composée plutôt de vidéos. 2 collaborateurs qui sont en poste. Il y avait 3 vidéos, un opérateur de nuit, un opérateur de week-end, un opérateur en journée. On sait que c'est plus difficile de recruter aujourd'hui sur nuit et week-end, par exemple, qu'il y a quelques années, et qui ont parlé spontanément de leur métier, donc étaient ambassadeurs de l'entreprise, qui n'étaient pas forcément des ambassadeurs comme on l'imagine sur LinkedIn, etc., parce que c'est pas là où ils sont plus à l'aise. Ils font pas de la pub, mais ils racontent leur vécu. Ils ont raconté leur vécu avec leurs mots, pourquoi ils étaient recrutés, quel était leur métier, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils l'ont fait sincèrement avec, on leur a pas dicté un texte, hein, ils l'ont fait avec leur trip. Et du coup, c'était sincère. Et donc, on se projette dans cet univers. À côté, on a expliqué le métier, on a expliqué les avantages aussi du métier, les réels avantages qu'il y avait à rejoindre cette entreprise. Et c'est là où ça a généré effectivement un nombre de candidatures beaucoup plus important qu'on l'imaginait, et donc un recrutement des 25 personnes qui s'est fait en à peu près 1 mois, 4 semaines. Voilà. Et là, c'est intéressant parce que tu vois, il n'y a pas d'histoire de d'IA générative du tout, en fait. Très clair.
Maintenant qu'on a parlé un peu de l'image, comment est-ce que je conçois finalement ma vision, l'image que je veux porter de mon entreprise, etc., qu'on a parlé un peu justement du processus de recrutement, on arrive à un moment dont je sais que c'est un moment un peu clé pour toi, c'est comment est-ce qu'on intègre les collaborateurs, comment on fait de l'onboarding. Et du coup, qu'est-ce qui a changé? Parce que moi, je vois beaucoup de dirigeants qui, en fait, le premier jour, ils accueillent les collaborateurs, et ça, je pense que tout le monde a en tête OK, il faut être là le jour J et il faut lui remettre le matériel dont il a besoin, etc. Je crois que ta vision est un peu plus long terme que ça. Déjà, l'intégration, c'est pas le premier jour. Pour moi, l'intégration, elle commence à partir du moment où le candidat ou la candidate a dit « OK, je viens ». D'accord ? Donc, il peut se passer effectivement quelques jours, voire quelques semaines, voire quelques mois dans certains cas, avant que cette personne intègre réellement son entreprise. C'est clair. À partir de ce moment-là, alors évidemment, il n'y a pas de lien de subordination pendant cette période un peu grise, mais pour moi, l'intégration, elle commence dès ce moment-là, parce que il va y avoir la promesse d'embauche, il va y avoir le contrat de travail éventuellement, et cette zone grise de quelques semaines, voire quelques mois, elle est hyper clé aujourd'hui. Il y a des employeurs qui se plaignent aujourd'hui de ce qu'on appelle le no-show, c'est-à-dire ou du ghosting. C'est-à-dire que concrètement, j'ai embauché quelqu'un, il m'a dit oui, il a signé un contrat de travail, oui. Il a accepté une promesse d'embauche, donc Jean-Marc, et puis Jean-Marc, 3 mois après, moi je l'attends le lundi à 9h, puis à 9h il est pas là, 9h30 il est pas là, mais en fait Jean-Marc il viendra jamais, quoi. D'accord ? Parce que Jean-Marc... Ça, c'est une réalité aujourd'hui de beaucoup d'entreprises. D'accord ? C'est une réalité. C'est plus vrai dans certains métiers que dans d'autres. Je dirais que moins le métier est qualifié, plus c'est vrai. Voilà, pour schématiser. Mais c'est une réalité. Et qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est que du coup, ces entreprises-là, en tout cas quand on regarde l'une des raisons, c'est qu'effectivement, elles n'attendent l'intégration, si tant est qu'il y en a une, mais on reviendra après, que le premier jour. Okay. Alors que l'intégration a déjà commencé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que pendant cette période grise, il faut entretenir le lien avec ma future recrue, avec des éléments, des contacts. Alors c'est pas du travail, on peut pas le faire travailler évidemment, mais des contacts sur l'entreprise. Tiens, si tu veux, tu vas pouvoir venir saluer tes futurs collègues. Pourquoi attendre le premier jour pour saluer ses collègues ? Ça peut se faire un mois avant. On fait un déj, on fait un café, on fait un goûter, enfin plein de possibilités. On peut imaginer. On va boire une bière, peu importe. On crée le lien. Mais il y a des petites choses aussi qui sont possibles. Typiquement, alors ça dépend des postes, on peut échanger sur le matériel dont tu as besoin. Pourquoi attendre le premier jour ? Dire, est-ce que tu as besoin d'un écran supplémentaire pour ton domicile si le poste permet du télétravail ? L'intégration, en fait, les contacts commencent avant le jour de l'embauche. Oui, et puis en fait, tout ça, c'est des sujets pour bien sûr structurer les choses et que le premier jour soit déjà carré, mais surtout de garder le lien avec le candidat, qui n'est que candidat et pas encore collaborateur, pour être sûr que il part pas à la concurrence pendant ces 1 ou 2 mois ou 3 mois de zone un peu grise. Okay. Donc ça, c'est un premier sujet. Et le sujet ensuite, c'est effectivement l'onboarding lui-même, où là, l'onboarding, c'est pas une journée, quoi. Enfin, c'est même pas 2 heures. Enfin, je vois encore des boîtes qui disent, moi, j'ai de l'onboarding. Ok, tu fais quoi ? Pendant 2 heures, on accueille, je te présente le matériel, on fait le tourner des locaux. Puis à 14 heures, voilà les dossiers. Et puis bientôt, quoi. Et non, un onboarding, il dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ce qui ne veut pas dire que la personne ne va pas travailler opérationnellement pendant ces semaines et ces mois, mais il y a plusieurs étapes dans l'onboarding. Il y a des étapes extrêmement importantes. C'est quoi les éléments clés à pas rater justement dans un onboarding ? Des choses autour de la logistique, on a compris, mais des choses autour de la culture d'entreprise, c'est plutôt ça pour moi. De la construction d'un réseau interne et externe. C'est plutôt ça. Évidemment, l'aspect technique, on a tous vécu probablement. J'arrive dans une entreprise et mince, j'ai pas mon ordinateur, j'ai pas mon matériel dans l'atelier, enfin, trucs qui vont pas. Bon, ça doit être réglé. Enfin, pour moi, ça c'est juste la base. Ensuite, effectivement, le vrai sujet. C'est de rentrer dans la culture de l'entreprise, parce que le candidat, il a un peu humé, il a un peu goûté la culture. Il l'a vu sur le site carrière, il l'a vu sur les réseaux sociaux, il l'a eu pendant les rencontres du process de recrutement, mais il n'a pas été dans l'entreprise. Et donc, et tous ces sujets-là, c'est de comprendre comment fonctionne l'entreprise, quelle est sa culture. Donc pour moi, il y a des impératifs où, à minima, le dirigeant, la dirigeante doit passer 2 heures, alors je dis 2 heures, ça peut être 1 heure, ça peut être 3 heures, enfin j'en sais rien, 2 heures
avec les nouvelles recrues pour expliquer sa vision de la boîte. Encore plus quand on est dans une PME. Dans un groupe, c'est plus compliqué, ça peut être délégué, mais dans une PME, c'est évident. Tu vois, moi, je suis au sein de We Feel Good, on fait partie de MV Group. MV Group, c'est 450 personnes. Mon associé Olivier, quand il intègre des nouvelles recrues pour We Feel Good et pour les autres filiales du groupe, donc c'est une fois par mois, hein, il va intervenir, il va passer 2 heures. Il fait 2 fois 2 heures, hein, pour être très honnête. Il fait 2 heures sur la culture de l'entreprise, du groupe, et 2 heures sur la politique de rémunération du groupe. D'accord. Véritable sujet, hein, je peux te dire, dans les boîtes. Aujourd'hui, je connais très très peu d'entreprises qui ont un discours hyper transparent sur la politique de rémunération lors de... Et il le fait pas forcément en individuel avec chacun. Non, il le fait en collectif. Il peut le faire en collectif avec plusieurs personnes en même temps. Tous les mois, on intègre entre 5 et 15 personnes, tu vois, à peu près. Donc, il le fait en collectif. Il est totalement transparent, il est totalement OK, et il dit, voilà, chez nous, voilà notre culture, voilà comment on est. Normalement, si on ne s'est pas trompé en recrutement, c'est déjà OK, en fait, entre nous. Mais si encore vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé, c'est pas grave, on se le dit, on fait une rupture de période d'essai, ça arrive à plein de gens, et puis on passe à autre chose, parce que c'est hyper important. Donc voilà, donc toutes ces étapes de culture, elles doivent être hyper importantes. Tu as parlé d'autre chose, qu'est le réseau interne. Quand on arrive dans une entreprise, moi j'ai démissionné 3 fois, donc j'ai intégré trois groupes, 3 grands groupes en plus. On arrive, waouh, c'est compliqué. Entre le jargon interne, les filiales, les sites, le qui fait quoi, etc., ça prend du temps. Donc tout ça, ça nécessite effectivement des choses. Donc là, je pense que le mentorat, par exemple, peut être un super outil. Le mentorat, je rappelle, c'est pas le manager de la personne qu'on recrute. Hein. C'est pour moi. C'est quelqu'un d'autre qui a le même niveau hiérarchique. Ouais, pour moi, c'est ça. Tout à fait. Qui va l'éclairer sur comment est-ce que ça fonctionne, comment fonctionne Martine, comment fonctionne Jean-Jacques, à qui il faut parler, à qui il faut pas parler. Pour moi, c'est un pair. Clairement. Ça c'est clé. Donc le mentorat est important. Il doit y avoir des feedbacks réguliers entre la nouvelle recrue et son mentor, la nouvelle recrue et son manager. Pourquoi pas la nouvelle recrue et les ressources humaines s'il y a un service RH, etc. C'est-à-dire, on se fait des feedbacks réguliers. Qu'est-ce qui va pas, etc. Tu vois, il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui qui se plaignent qu'effectivement, elles ont plus de turnover qu'avant. Que en particulier, je schématise, les plus jeunes sont moins fidèles et restent pas. Mais c'est souvent qu'effectivement, ils se sentent pas réellement accueillis. Ils sentent pas non plus un accueil personnalisé. Ils ne sentent pas non plus aussi de la digitalisation. Je m'explique. On est sur le sujet, c'est qu'aujourd'hui, quand on intègre une entreprise, on peut pas imaginer avoir des outils informatiques pires que ceux qu'on a à la maison. D'accord ? À minima du même niveau. Alors qu'aujourd'hui, à la maison, on a quand même des outils plutôt chouettes avec, en tout cas en France, avec la fibre, les smartphones, etc. Et donc, quand on arrive dans une boîte et qu'on est encore à l'ère du papier, on va t'expliquer que pour les notes de frais, que tu remplisses des fichiers Excel, voire que tu imprimes tes feuilles, etc. Mais c'est fini ce temps-là. Donc, il faut des outils de SIRH à minima. Tu vois, moi, je pense à une solution comme par exemple Woobi. Woobi, WOB2E, c'est une solution qui permet aux entreprises effectivement de gérer tout leur onboarding jusqu'à l'offboarding, dont on parlera peut-être après. Voilà, donc de gérer effectivement toute la vie d'un collaborateur, tous les moments qu'a un collaborateur de contact avec son employeur, d'avoir des SIRH dignes de ce nom. Tu vois, je peux t'en citer comme Lucas, LU2CA, qui est vraiment un SIRH de qualité qui va... Ce podcast n'est pas sponsorisé. Non, sponsorisé, j'ai pas de placement de produit. Mais non, parce que c'est des outils que je connais, que j'utilise aussi, et qui sont effectivement extrêmement pertinents. Et souvent, on me dit, tu vois, je rencontre des PME qui me disent, mais moi, j'ai pas les moyens d'avoir tout ça. Mais c'est pas le sujet. En fait, c'est pas des coûts si élevés que ça. D'accord. Et regarde quel argent tu perds avec tes non-recrutements, quel argent tu perds avec les no-shows, les ghostings, quel argent tu perds à avoir du turnover. No-show ghosting, on est d'accord, pour que tout le monde comprenne, c'est bien, c'est les gens qui ne se présentent pas le jour de l'embauche. Okay. Mais t'as investi de l'argent. T'as passé du temps à les recruter, t'as investi de l'argent, t'as mis des annonces, éventuellement t'as pris un cabinet, t'as pris une agence d'intérim. Et puis t'imagines l'effet vis-à-vis des collaborateurs, des collègues qui attendent depuis 2 mois Jean-Jacques, parce qu'eux, ils sont sous l'eau, et Jean-Jacques, il vient pas. Donc, l'effet psychologique de démotivation, de désengagement, de perte de productivité, il est important. Et donc, tous ces coûts cachés de recrutement raté
etc. Je vais me faire l'avocat du diable. Sont assez forts. Hein. Je vais me faire l'avocat du diable et ça va te permettre de répondre. Mais il y a une partie des patrons de PME qui vont me dire, oui, mais c'est quand même beaucoup d'investissements qu'on est prêt à faire. Mais vu les niveaux de turnover qu'on peut avoir dans des organisations, si c'est pour que le collaborateur, dans 6 mois, il soit parti ailleurs, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir à ce point-là? Je me fais l'avocat du diable. Je vais te donner un exemple très concret. Alors, MV Group, c'était l'un de mes clients. Avant qu'on s'associe avec Olivier, on les a accompagnés, d'accord ? Ils ont réduit par toutes leurs actions d'expérience candidat, d'expérience collaborateur, donc d'onboarding, de réfléchir effectivement qu'on fonctionne avec un collaborateur. On a multiplié le nombre de CV reçus. Alors déjà, je viens sur un sujet. Le nombre de CV reçus x2, alors qu'on entend que depuis 4 ans, les boîtes galèrent à recruter. Et le turnover, il a été divisé par 2, d'accord ? Alors que on est dans un marché qui est beaucoup plus dynamique en termes d'allées et venues qu'en pré-Covid. On va dire en post-Covid, ça s'est quand même accéléré. 2021, 2022, 2023, là, ça se tasse un petit peu plus. Mais on parle d'un groupe qui est beaucoup dans le tertiaire, on est d'accord ? Ouais, c'est beaucoup dans le service. Okay. Dans le service. Mais beaucoup aussi dans les métiers du numérique, sur lesquels il y a un petit peu de compète. Donc, tu vois, sur 450 collaborateurs, il y a quand même plus d'une centaine qui sont des experts data. Donc, c'est comme des métiers en tension. Donc voilà. Donc, je prends qu'un exemple, et j'en ai d'autres dans d'autres organisations. En fait, l'investissement que tu vas faire sur ton expérience candidat, ton expérience collaborateur, va t'aider à réduire tes coûts en recrutement, en intégration, en turnover, etc. Et très souvent, et je le comprends, hein, moi je suis aussi entrepreneur, etc., on voit les coûts directs, on a plus de mal à mesurer les coûts indirects, les coûts cachés, qui peuvent des fois plomber la boîte, faire baisser l'engagement des collaborateurs, et donc le business de l'entreprise. Hein. Au bout du bout, c'est le business. Hein. Y a pas de secret. Hein. Ok, très clair. Est-ce qu'on a fait une tour un peu sur les grandes clés de l'onboarding, de l'intégration des collaborateurs vu de ta fenêtre, ou est-ce qu'on a raté Non, il y a un dernier sujet qui est important, c'est qu'on doit le plus possible personnaliser l'onboarding. Voilà. Moi, j'ai vécu historiquement des onboarding dans des grands groupes dans lesquels j'étais, et j'étais le DRH aussi, donc j'ai fait des merdes, faut être très clair, où effectivement l'onboarding c'était le même pour tout le monde, quoi. Enfin, on faisait tous le même onboarding. Aujourd'hui, c'est plus possible. On a tous des attentes différentes, on a des métiers différents, et il faut le plus possible personnaliser l'onboarding. Donc, et c'est le job de qui, du coup ? C'est le job du manager, du dirigeant, du RH ? C'est le job de qui, de se dire ? Okay. C'est de l'ensemble. Ça veut dire que chaque manager devrait se dire, pour que quand Jean-Jacques ou quand Martine arrive au boulot, pour qu'il soit vraiment efficace, le plus vite possible, le mieux connecté avec tout le monde, il a besoin de quoi ? C'est la question que le manager doit se poser, c'est ça ? Oui, il y a des onboarding collectifs. Tu vois, la culture de l'entreprise, c'est plutôt fait par le dirigeant, ça c'est pour tout le monde pareil. Il y a pas 4 cultures de l'entreprise. Par contre, après, le rôle du manager, ça doit être effectivement de dire, ok Jean-Jacques, ok Marie, ok Jean-Luc, vous avez eu tous les 3 avant de venir une expérience différente. Peut-être toi, tu es junior, tu sors de l'école. Toi, tu as 5 ans d'expérience. Toi, tu as 10 ans d'expérience dans le même secteur d'activité. Donc, j'ai des attentes effectivement différentes, que je sois Jean-Luc, Marie ou Jean-Jacques. Et donc, c'est là où le manager, comme il doit, mais de base, personnaliser le plus possible son management au quotidien avec ses collaborateurs, dès l'intégration, il doit se dire, OK, de quoi as-tu besoin, Jean-Marc, pour faire ton travail ? Et là, je dois avoir un rôle en tant que manager d'écoute, de compréhension du besoin individuel de chacun de mes nouvelles recrues, pour pouvoir effectivement personnaliser l'onboarding qui va durer des semaines, voire des mois, et être certain que ça marche et que les gens ne partent pas. Les gens qui partent, il y a des chiffres qui sont assez terribles sur les taux de départ en turnover, et sur les métiers peu qualifiés, ça peut être assez dramatique dans des usines, etc. Parce que c'est pas personnalisé du tout. On s'intéresse pas à la personne, on lui dit voilà ton matériel, 3 heures après t'es sur la chaîne de prod, et puis au revoir. Non, ça marchait bien quand il y avait beaucoup de candidats, parce qu'on pouvait se le permettre. Maintenant, aujourd'hui, ça marche plus. Et à l'heure où on veut réindustrialiser le pays, où c'est galère de trouver effectivement des opérateurs de prod, c'est galère de trouver des techniciens de maintenance, on doit, je dirais, on doit investir autant de temps et d'argent sur l'onboarding des opérateurs de prod que sur le nouveau DAF, que sur le nouveau commercial, ou que sur la nouvelle chargée de com. Voilà. Où avant, historiquement, on mettait quand même plus de moyens sur des postes qualifiés de managers que sur des postes non qualifiés.
Très clair. Tu as parlé de taux de départ. Du coup, je te remercie de cette transition magique entre onboarding et offboarding pour le coup. C'est un concept dont je comprends qu'on est un peu en train de le découvrir, de dire... C'est assez récent, ouais. Comment est-ce que finalement, une fois que le collaborateur a dit je vais m'en aller, je m'en vais, finalement, je comprends que c'est comment est-ce qu'on accompagne le processus de départ du collaborateur. En fait, le départ de collaborateurs, c'est pas nouveau. Ça existe depuis la nuit des temps. Okay. Qu'il y a des entreprises. Sauf que, historiquement, on s'est toujours dit, écoute, je reprends mon Jean-Jacques. Jean-Jacques, tu veux partir, tu démissionnes, et puis, puis au revoir, quoi. C'était un processus subi dont je comprends un peu dans nos échanges préliminaires que c'est un truc que maintenant il faut s'organiser et que c'est une vraie tâche qu'il faut piloter. Oui, parce que on sait qu'on va avoir du turnover. C'est fini l'ère où un candidat arrivait et il disait mais moi, je viens chez toi, mais je vais faire toute ma carrière. On se reverra à mon pot de retraite. Voilà, mais vraiment. Donc, ça ne veut pas dire que des gens font pas ça. Mais par contre, ils n'ont plus ce discours-là. D'accord ? Et d'ailleurs, c'est le sujet que moi j'ai avec les collectivités qui historiquement vendaient un statut, un concours, un statut, et qui intéressaient les boomers comme moi quand j'y étais, fils de fonctionnaire de surcroît. Et aujourd'hui, les plus jeunes, ils te disent mais attends, moi ton statut, ton concours, je m'en moque. Par contre, ça m'intéresse de bosser dans ta collectivité parce qu'il y a plein de beaux métiers dans les collectivités. Par contre, je vais plutôt prendre un statut, le fameux CDD de 3 ans, et puis on verra dans 3 ans si j'y reste ou si j'y reste pas. Et donc, en fait, ça veut dire que quand je recrute la personne, je sais que déjà probablement elle va partir. Voilà. Et donc moi, c'est ça que je mets dans la tête de mes clients, c'est que dès que tu recrutes une personne, dis-toi que dans ta tête, elle va faire 3 ans et qu'elle va partir. Je te souhaite qu'elle reste plus longtemps, mais mets-toi cette tête-là. Et donc, il faut dès maintenant se dire, il faut gérer ses départs. Donc, le fameux offboarding. D'accord ? Pourquoi il faut les gérer ? Parce qu'en fait, tu pourrais dire quelqu'un s'en va, il s'en va. Quelqu'un qui s'en aille, c'est OK. Moi, j'en ai eu qui sont partis de mes boîtes et c'est pas grave. Sauf que quelqu'un qui part, on fait pas un lavage de cerveau, enfin pas à ma connaissance quand quelqu'un part, quoi. D'accord ? Et donc, il va rester avec le vécu d'anciens candidats, et de collaborateurs qu'il a eu dans cette organisation. Et il va en parler autour de lui. Il va en parler, bien sûr, dans le bouche à oreille. Ça, c'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, les plus jeunes, ils ont des groupes WhatsApp de promo. Ils vont en parler sur du Glassdoor. Il va en parler sur Indeed. Il va peut-être être interviewé dans des podcasts. Il va avoir une vie. Voilà. Il en parle sur LinkedIn. Voilà. Son parcours, il est public. Avant, historiquement, tu étais dans une boîte, tu mettais ton CV, ce que tu avais fait avant, à part toi et ta famille, grosso modo, on ne savait pas trop ce que tu avais fait. Aujourd'hui, tu prends le prénom et le nom d'à peu près de chacun, tu tapes Yannick Bigot et tu connais l'histoire de Yannick Bigot, quoi. Donc, là, je vais pas faire le podcast inversé, mais si je t'interviewe sur un podcast, je vais te faire parler de ton ancien employeur. Donc, tu vas en parler d'une manière ou d'une autre manière, enfin, de telle ou telle manière, selon ce que tu as vécu, y compris comment on t'a considéré lors de l'annonce de ton annonce de départ. Très bien. Et ça, c'est un véritable sujet aujourd'hui. Ok, considérer les gens, y compris dans leur départ, je comprends. Est-ce qu'on peut se dire, concrètement, ça voudrait dire quoi pour un patron de PME qui a 50 collaborateurs, il en a 2 qui s'en vont, ça veut dire qu'il doit faire quoi ? Il doit continuer à discuter avec eux a posteriori ? Il doit... Déjà, pour moi, ce qu'il doit, c'est accueillir le départ, parce que très souvent, et moi, j'ai pas toujours été bon là-dessus, on personnalise le départ. On dit, mais en fait, la personne ne quitte pas forcément tel ou tel le dirigeant. Elle peut quitter un manager, hein, ça c'est un autre sujet. Mais elle quitte pas le dirigeant. Elle peut être très bien avec le dirigeant, mais juste elle a envie de changer d'air, ou voilà, etc. Okay. Donc déjà, il faut accueillir le départ. Il faut le communiquer. Le nombre de boîtes où il y a un départ, surtout on n'en parle pas, quoi. Surtout tu dis pas que tu pars. Hein, voilà. Pourquoi ? Pas grave en soi. Au contraire, il y a des collègues, plutôt qu'ils l'apprennent, parce qu'il faut pas se mentir, quand il y a quelqu'un qui part, même si officiellement il n'en a pas parlé, mais ses collègues ils sont au courant, eux-mêmes ils n'en parlent pas. Enfin, c'est l'omerta dans la boîte, alors que tout le monde est au courant. En fait, il faut mieux prendre la posture de dire, ok, je vais dire les choses, on va assumer, on va peut-être réorganiser l'équipe, on va recruter très vite une nouvelle recrue. En fait, il faut rassurer aussi ceux qui restent. C'est hyper important, parce que sinon on perd de l'engagement de ceux qui restent. Donc ça c'est pareil, ce sont des coûts cachés, etc. Il faut lancer le recrutement éventuel de la personne qui part. Et puis la personne qui part, elle peut rester ambassadeur ou ambassadrice de son ancienne entreprise. Donc demain, si elle part,
elle peut rester, si elle part en bon terme, elle peut continuer à te proposer de nouveaux candidats. Elle peut continuer de la cooptation a posteriori. Elle peut t'amener du business. Parce que si ça se trouve, si elle part, elle va chez un client, elle va chez un fournisseur, elle va chez un concurrent. Bref, elle reste un peu dans ton écosystème business. Et puis, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Donc, hyper important de rester en contact. Et puis, pourquoi pas, et ça, c'est les étapes ultimes, elle peut revenir quelques années après. Ce qu'on appelle le fameux salarié boomerang. Voilà. Et qui coûte beaucoup moins cher à recruter et à intégrer qu'à quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans son organisation. Donc, je dis pas qu'il faut le faire. Hein. Tout le monde ne peut pas être salarié boomerang. Donc, mais voilà. Soigner à l'interne l'annonce du départ pour dédramatiser, entre guillemets, le départ. Ouais. Considérer dans la relation avec l'autre que ça n'est pas un problème que l'autre s'en aille, parce que dès le début, on a considéré qu'il ne fera pas une carrière jusqu'à son pot de départ de retraite avec nous. Même quand t'embauches quelqu'un, il faut l'accepter. Ok. Et maintenir le lien finalement avec le collaborateur, même une fois qu'il est parti, parce que c'est potentiellement quelqu'un qui pourrait revenir riche de nouvelles compétences. Voilà. Et je vois des entreprises aujourd'hui, et petites et grandes, qui mettent en place des alumni. Comme il y a des alumni d'école, il y a des alumni de la société. Alumni, c'est les anciens. Le réseau des anciens. Le réseau des anciens. Voilà, le réseau des anciens, collaborateurs, alternants, etc., qui sont peut-être partis effectivement à la concurrence, qui ont peut-être changé de zone géographique, etc., peu importe. J'entends d'ici des patrons de PME me dire « Tu crois pas que je vais organiser un réseau d'alumni alors que le gars, il est parti avec 20% de salaire complémentaire chez mon concurrent, je vais pas continuer à le mettre en lien avec les collaborateurs actuels. » Mais t'inquiète, je l'ai. Hein. J'imagine. Les patrons qui me disent « Mais attends, mais moi, je vais pas mettre de l'argent sur les gens qui se barrent, quoi. » Tu vois mais je le comprends. Et c'est quoi le risque à pas le faire, en fait? Le risque à pas le faire, c'est l'image que tu laisses en... T'as dit, ce qui se passe en interne enfin, ce qui est diffusé en externe doit refléter ce qui est vécu en interne. Mais il y a des collaborateurs qui restent. Ils les voient, les départs. Puis ils se disent, attends, moi, mon boss, quand il y a un départ, on me considère comme ça. Donc ça veut dire que comme moi, je vais partir, c'est ça que je vais vivre. Mais est-ce que j'ai envie de continuer à bosser pour cette boîte? Donc, franchement, soigner son offboarding, c'est faire baisser son offboarding dans la durée. Parce que si on soigne son offboarding, on sait qu'on en aura, on sera jamais à zéro de départ. Soigner la manière de se séparer, ça revient à limiter le nombre de départs? Oui. D'accord. On sera jamais à zéro. Parce que c'est pas possible. Là, on tient un sous-titre quand même, clairement. Mais par contre, soigner son offboarding, ça veut dire investir dans sa boîte, investir sur son expérience collaborateur, rassurer les collaborateurs qui sont en interne, en termes de posture de management, de posture de dirigeant. C'est rassurer aussi l'externe, parce que le collaborateur qui part, il va peut-être parler de son départ très positivement à l'extérieur, en disant « je suis parti, voilà ce qui s'est passé, etc. » Ah ouais, super boîte, quoi. Et donc, quelque part, tu peux augmenter le nombre de candidatures parce que tu soignes ton offboarding, tu peux faire baisser ton turnover parce que tu soignes ton offboarding. C'est contre-intuitif, hein. J'en ai hyper conscience. Ouais, et franchement, il y a quelques années, on s'en moquait totalement parce que c'était pas le sujet. On passait une annonce et puis Jean-Jacques qui partait, j'avais 50 Jean-Jacques qui postulaient. Sauf que maintenant, t'as Jean-Jacques qui part et puis des fois, t'as même pas Jean-Jacques. Tu connais le nombre moyen de candidatures en France par annonce? Eh ben non, dis-moi. D'accord? C'est 0,88. Ah, ça fait pas beaucoup. Ok? Tu prends toutes les... Voilà, tu as 0,88. C'est une enquête Golden Bees qui a fait une enquête là-dessus. 0,88 candidatures par offre d'emploi. Et il y a des offres d'emploi où il y a personne qui postule. Mais vraiment, personne. D'accord? Donc, il faut se poser les bonnes questions. Ok? Donc, ça touche bien sûr à plein de sujets. Hein. À la qualité de l'annonce, à la culture de la boîte, à la rémunération, etc. Mais ça touche aussi à sa réputation. Et sa réputation, elle passe par ce qu'on va entendre, ce qu'on va lire sur les réseaux sociaux, ce qu'on va lire sur des sites, et par un canal qu'on n'imagine pas, qui sont les alumni, les anciens collabs. En gros, ton message, c'est un peu dirigeant de PME, il y a des choses sur lesquelles tu as la main et des choses sur lesquelles tu n'as pas la main. Yes. Les choses sur lesquelles tu n'as pas la main, c'est le marché de l'emploi, il est ce qu'il est, les évolutions générationnelles qui font que on ne recrute plus des gens pour... Ça, c'est les éléments exogènes, la géopolitique, donc, il y a plein de choses, en fait. Tu n'as pas la main dessus. Non. Par contre, tu as vraiment la main sur comment tu choisis de recruter, comment est-ce que tu intègres, et comment est-ce que tu te sépares pour garantir que ça n'est pas forcément la fin de l'histoire, mais c'est peut-être une pause dans une histoire qui pourrait redémarrer après. Clairement. Tu vois, quand j'étais RH, on parlait beaucoup j'étais dans les grandes entreprises, donc il y a les sujets de partenaires sociaux et de climat social. Et puis des fois on se disait, les syndicats, ils nous saoulent, machin, etc. Peu importe, d'accord. Et souvent on disait, tu as le climat social que tu mérites, tu as les syndicats que tu mérites, d'accord. D'accord. Ok.
Bah aujourd'hui, je considère que tu as les collaborateurs que tu mérites quand tu es dirigeant, beaucoup plus largement. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu n'arrives pas à recruter ou si les collaborateurs se barrent, il y a peut-être des éléments exogènes, le marché de l'emploi, etc., tu ne peux pas grand-chose, mais par contre, tu peux quelque chose. C'est soigner ton expérience candidat et soigner ton expérience collaborateur. Et ça, en tant que dirigeant, c'est aussi important, et peut-être que, évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais plus important que l'expérience client. C'est-à-dire que pour que l'expérience client elle soit à la hauteur, il faut que l'expérience candidat soit à la hauteur. La première boîte qu'il avait compris dans le monde, c'est Starbucks aux États-Unis, qui passe son temps, les collaborateurs passent son temps avec des clients, hein, et on a peut-être tous vécu l'expérience client Starbucks. Après, on n'aime pas, mais on l'a tous vécu. Et ils avaient compris, le boss de Starbucks, alors je vais zapper son nom, excusez-moi, le boss de Starbucks, il avait dit, OK, moi, je vais investir sur l'expérience collaborateur pour que mes collabs, ils aient le smile, qui fassent vivre l'expérience client comme moi, je l'ai décidé dans mes Starbucks. Parce que si tout le monde vient avec la boule au ventre, l'envie de se tirer, t'imagines que c'est pas top pour vendre des cafés et des chocolats, quoi. C'est ce qu'on appelle la symétrie des attentions, de se dire, moi, je mets toute mon attention sur les collaborateurs pour que eux mettent toute leur attention sur le client. Il y a des bouquins là-dessus. Hein. Okay, je suis pas un expert de la littérature, mais il y a des bouquins là-dessus. Okay. Et ça, c'est un véritable enjeu aujourd'hui. Ouais. Florent, on arrive à la fin de ce podcast. Ok. Est-ce qu'il y a un ou deux sujets que tu voulais absolument traiter et qu'on n'a pas encore complètement évoqué? Il y a peut-être un sujet rapidement que je voudrais traiter, parce que c'est l'un de mes combats en ce moment. Et je pense à la fonction RH, si elle existe, et aux managers, aux dirigeants, soignez votre e-réputation. Ayez un profil LinkedIn à jour. Je dis pas ne vous transformez pas en influenceur, on vous demande pas de faire un post tous les jours, c'est pas le sujet en fait. Mais ayez un profil LinkedIn. Prenez la parole, prenez des positions sur tel ou tel sujet. Affirmez, effectivement, parce que aujourd'hui, et les enquêtes sont hyper claires, les candidats croient, alors il y a différentes enquêtes, ça va entre x8 et x24, mais peu importe, on va dire, croient beaucoup plus un homme, une femme qu'une organisation. Puis je vais prendre un autre chiffre pour vous juste faire les choses. Globalement, les gens qui nous écoutent ont tous un profil LinkedIn. Le flux que l'on a, voilà, il est composé à 97% par LinkedIn de personnes et à 3% de pages entreprises. Donc, en gros, ce qui veut dire que entre la page de l'entreprise, de la marque de l'entreprise et la page du dirigeant de l'entreprise, les gens vont croire davantage et regarder davantage la page du dirigeant. Entre x8 et x24 selon les enquêtes. D'accord. Et puis de toute façon, LinkedIn lui-même promeut les pages individuelles versus les pages entreprises. Donc, je vois encore des boîtes qui investissent beaucoup d'argent sur leur page entreprise LinkedIn, et je dis pas qu'il faut pas le faire. Hein. Je dis qu'il faut le faire, mais qui vont pas mettre un centime. En tout cas pas d'investissement en temps, alors centime c'est peut être de l'argent mais ça peut être du temps, sur la page du dirigeant, la page du DRH, la page des recruteurs. Et ça, je suis pas tout seul à porter ce combat-là, hein. Il y en a d'autres qui vont sur ce terrain de jeu, c'est-à-dire prenez la parole. Il faut que les collaborateurs prennent la parole, il faut que les RH prennent la parole sur LinkedIn pour parler de leur boîte. Ça reboucle avec notre sujet de début, donc du coup si je résume un peu ce qu'on vient de se dire, c'est le premier élément, c'est prenez la parole et soignez votre réputation pour que ce qui se passe réellement dans l'entreprise soit complètement visible à l'extérieur. Oui. Et que ce soit le plus convergent possible. Oui. Je crois que c'est un des premiers trucs dont on a parlé. Essayez d'envisager des manières de recruter qui soient un peu différentes et qui soient plus dans la relation individuelle et cherchent plus à recruter un individu que des compétences pour effectivement limiter l'effet de ChatGPT, de l'intelligence artificielle, etc. Soignez vraiment l'intégration des collaborateurs que tu appelles onboarding, mais globalement dès la signature du contrat. Dès la signature du contrat, donc ça veut dire bien avant l'embauche, il faut commencer à penser ce sujet-là et bien responsabiliser les autres collaborateurs et les managers sur de quoi notre nouvel arrivant a vraiment besoin, au-delà de la logistique, mais de compréhension de notre culture, de compréhension du réseau interne, de sur qui il va pouvoir s'appuyer. Et puis, dernier élément qui peut paraître contre-intuitif, c'est soigne particulièrement les départs, parce que toute personne qui s'en va, c'est potentiellement quelqu'un qui va revenir. Et c'est un ambassadeur de ta boîte. Ok, super. Merci infiniment pour tout ça. J'espère que ça aura été très utile à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Merci beaucoup, Florent. Je t'en prie. Merci, Yannick. À très bientôt dans un nouvel épisode du Coup de Bigot.
Merci d'avoir écouté et visionné ce podcast. S'il vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner. Et vous pouvez également mettre une note 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Si vous rencontrez vous aussi une situation managériale sur laquelle vous souhaitez un regard nouveau, n'hésitez pas à me laisser un message sur LinkedIn ou sur Instagram et j'aurai le plaisir de vous recevoir dans les mêmes conditions dans le podcast pour l'analyser ensemble et le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.